Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Au TEP, les frères et sœurs africains. Dans cette vidéo, nous avons le plaisir de partager avec vous les situations qui se passent dans différents pays africains, mais qui ont un même symbole, la France-Afrique. Oui, et parler de la France-Afrique, ça met en jeu la géostratégie de la France en Afrique. Oui. Au cours de ces derniers mois, en prenant les principaux piliers de la France-Afrique, qui sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, notamment, on se rend compte qu'ils ont la même façon de procéder et d'opérer. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si c'est la première fois, asseyez-vous confortablement, abonnez-vous et surtout mettez-nous des pouces. Parce que nous allons vous montrer la similarité des situations qu'il y a dans ces deux pays et l'impact que cela a sur les autres pays africains. Parce que c'est à partir de là qu'on élabore les théories pour les autres pays africains. Et si vous avez déjà mis des pouces et nous préparez les commentaires sur les chefs d'État, sur ceux qui nous gouvernent et qui sont des étrangers en Afrique, on passe dans le vif du sujet. Depuis 2 ans, on ne fait plus rien dans les piliers de la France-Afrique. Oui, depuis 2 ans, depuis 2023, que les élections ont été annoncées en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on ne fait plus rien. Le seul débat, c'est le débat géopolitique, les joutes oratoires à la télévision et dans les rues partout, c'est des élections présidentielles dont on parle. Donc le pays s'est arrêté. Mais pendant ces 2 ans, les pays de l'AES ont fait un bond en avant. Des pays qui ont dit nous ne voulons plus la démocratie à l'européenne ou à la française, ils ont mis cela de côté et puis ils sont mis au travail. Et les taux de croissance ne sont plus comparables. Au Niger, au Burkina Faso comme au Mali, les pays se développent, le pays s'accroît parce que là on ne parle plus de politique. Et tous ceux qui, pour le cas du Burkina Faso, ont tenté de vouloir parler de politique, on les a amenés au front de la politique, au front de la guerre, et ils sont rentrés, ils sont assaillis. Donc nous disons bravo, voilà la meilleure façon de nous gouverner, que nous souhaiterons qu'on se gouverne. En Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, on ne fait plus rien, ce n'est que les débats. Et là, on n'a plus le temps de chercher les astuces pour invalider les candidatures des principaux opposants. Parce qu'il fallait procéder à la continuité, il ne fallait pas changer. Vu les mouvements qui se passent partout en Afrique, la géostratégie de la France devait mettre en péril les changements de régime dans ces piliers. Parce que ce qui se passe dans les pays de l'AES pouvait s'écéber. Il ne faudrait pas que cela ait tache d'huile, qu'on essaie de le contenir. Pour cela, on a maintenu la stabilité dans les principaux piliers que sont le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et la deuxième des choses, c'est qu'il fallait maintenant invalider les candidatures parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la fraude n'est plus aussi évidente qu'elle était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, pour cela, il fallait invalider les candidatures des principaux opposants. Et aujourd'hui, le cas de la Côte d'Ivoire nous intéresse particulièrement. Beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, oui, et ils aspirent même déjà à la tête de la République. C'est ça la différence peut-être avec le Cameroun, que là, c'est encore entre Camerounais, mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'étrangers qui sont en train de se battre pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire est un pays bon à être gouverné par les étrangers. Est-ce que c'est le cas? Ben, nous allons voir comment cela s'est passé depuis les indépendances. Faisons une rétrospective historique pour essayer de comprendre. Le premier président ivoirien, Houphouët-Boigny, était Baoulé. Baoulé, c'est une tribu de la Côte d'Ivoire. Mais ce président était d'abord un Français. Oui, il était un Français. Il a siégé dans le gouvernement en France. C'était les ministres de Gaulle. À côté de lui, il y avait également au Sénégal le cas de Léopold Sédar Senghor qui étaient des Français. Ils étaient des membres du gouvernement de la France à cette époque-là. Et c'est eux qui ont fait de la France une puissance d'alors pour pouvoir parler face aux États-Unis et pouvoir s'accaparer toute l'Afrique sous leur domination, que ce soit des pays anglophones, lusophones ou hispanophones. La France a imposé dans son système dans la présidentielle directe dans tous les pays africains. Voilà. Mais après les indépendances, en plus de ces trois-ci, on a ajouté également des gens comme Oba Bongo qui sont devenus le principal pilier de la France-Afrique. Et on a vu, voir les Compaoré arriver au pouvoir, les Yadema au Togo. Donc voilà les principaux piliers de la France-Afrique qui avaient des origines, pour la plupart d'entre eux, ou des entrées à l'Élysée, des sorties françaises. Ben, pour le cas du Cameroun, de quoi est-ce qu'il est question? Ce n'est pas un secret de polichinelle. Les origines du premier président sont un peu douteuses. Et d'après certaines sources, on dirait qu'il était originaire, son père était originaire du Mali. Voilà qu'on l'a ramené
dans les trousses, les Français l'ont amené dans les trousses pour l'installer au Cameroun comme premier président. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est enterré à l'étranger. Voilà peut-être une des raisons qui pourrait expliquer cela. Donc, les gouvernements qui sont succédés, notamment dans ces pays, ont montré que presque tous les membres du gouvernement sont des étrangers, ont des passeports étrangers, ont des passeports français. Ce qui m'a surpris à l'époque, c'était que un premier ministre qui avait fait plus de 25 ans au Canada avait plutôt un passeport français pour se déplacer. Il disait, ben, c'était plus évident d'avoir un passeport canadien que d'avoir un passeport français, même pas américain. Et on notait à une certaine époque, on disait que de tous les membres du gouvernement, il n'y avait qu'un seul ministre de l'habitat de l'époque qui avait un passeport américain, sinon tous les autres avaient des passeports français. Donc voilà des étrangers qui nous gouvernent. Donc ils sont pleins en Afrique aujourd'hui et on se rend compte que presque dans beaucoup de pays africains, ils ont cette double nationalité et la nationalité française est celle la plus courue. On a donc utilisé cette astuce du rejet de la nationalité étrangère pour invalider la candidature de Thiam. Oui, pour dire qu'il était français. Ben, il a pris soin, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de renoncer à sa nationalité française. Mais le 14, on a aussi appris que le Premier ministre Patrick Hachi, des médias français, a également renoncé à sa nationalité française. Mais quelle est la nationalité? Quels sont les passeports que Alassane Ouattara détient pour être aujourd'hui à la tête du pays? Il a le passeport ivoirien, ça peut être évident. Mais est-ce qu'il n'a pas d'autres passeports avant cela? Donc ça met au grand jour. Voilà comment le système en France-Afrique est en train de se dévoyer, en train de s'ouvrir. Donc voilà les questions qui se posent. Combien de ministres dans le gouvernement ivoirien ont des passeports étrangers, ont notamment le passeport français parce qu'ils n'ont pas d'alternative que d'avoir d'abord le passeport français? Je l'ai dit dans une précédente vidéo, cela a créé un tollé également à Madagascar parce que le président de Madagascar avait un passeport français. Et on se rend compte que beaucoup d'hommes à la tête, beaucoup d'hommes politiques à la tête des pays, les Français ont préféré des étrangers qu'ils pouvaient facilement manipuler. Donc, nous disons bravo aux Ivoiriens qui sont en train de pouvoir continuer qui se battent pour pouvoir dire non au 4e mandat. Qu'est-ce que la suite nous réserve? C'est ça qu'il est intéressant de savoir. Le rendez-vous est pris après le 9 août, le rendez-vous est pris le 16 pour voir la capacité de mobilisation des Ivoiriens contre ce mandat. Donc nous attendons voir effectivement ce qui va se passer le 16 et après le 16. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle Côte d'Ivoire le 16 et après le 16? C'est ce que nous serons tentés de savoir d'ici là. Nous brûlons d'envie de voir ce qui va se passer. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons passé en revue l'historique des hommes d'État qui nous gouvernent, mettez-nous en pouce, mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Parce que vous vous rendez compte, la plupart des chefs d'État en Afrique ont des origines douteuses. Que ce soit en Mobutu, Seseko et Adema, que ce soit même au Congo-Brazzaville, dans beaucoup d'autres pays, même les cas de Sani Abacha au Nigeria, ainsi de suite, ils sont de nationalité douteuse. Mettez-nous des pouces et si vous avez des questions, on peut revenir en détail avec des documentaires appuyés sur la nationalité des chefs d'État africains d'hier à aujourd'hui. Et à tantôt.